Hey, Patchwork, c'est Fred. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Mais attendez, est-ce qu'on réfléchit tous aussi bien les uns que les autres? Est-ce que par exemple, les riches pensent mieux que les pauvres? La question peut sembler absurde. Certains diront que non. Dans l'absolu, être pauvre ne change rien à la capacité qu'a une personne à réfléchir. Mais en creusant un peu, on trouve quelques phrases, des expressions toutes faites, des prêts-à-penser en clair qui nous renseignent sur cette question. Bon, ok, les pauvres pensent pas moins bien que les riches. Mais quand même, j'en connais un, il enchaîne les crédits à la consommation. Tu sais, ces crédits au taux d'intérêt très élevé. Tout ça pour acheter toutes sortes d'objets futiles. Téléviseur dernier cri, smartphone, cadeau d'anniversaire pour ses gosses. Tu m'étonnes qu'ils soient endettés après ça. Puis il y a ceux qui passent à la télé là. Ceux qui sont allés à l'hôtel le plus cher de Disneyland pendant 2 jours avec les économies qu'ils avaient constituées pendant des années. Ils sont pas idiots eux, au lieu de payer une éducation à leur môme. On est un peu dans Idiocratie en fait, ce film de très bon goût, dans lequel les pauvres, parce qu'ils copulent comme des lapins, merci Malthus, remplacent à terme les riches, qui ne se reproduiraient pas assez. Se met alors en place une culture décadente, dans laquelle les plantes sont arrosées avec du soda, dans laquelle la recherche se concentre sur des pilules pour l'érection, dans laquelle les films sont des représentations de paix pendant des heures. Bref, ce qu'il en ressort, c'est que les pauvres ne sauraient pas gérer leur argent. Les pauvres feraient des choix particulièrement douteux, consommeraient vite, consommeraient mal. Ils seraient irrationnels, incapables d'une distanciation froide face à leurs désirs et impulsions. Seulement, cette manière de répondre à la question part du principe qu'il y aurait une seule bonne manière de penser, une bonne manière d'être rationnel qui vaudrait pour les riches comme pour les pauvres. À partir de là, si les riches ne comprennent pas pourquoi les pauvres agissent d'une certaine manière, c'est que ces derniers doivent faire n'importe quoi. Non ? Comme vous devez vous en douter, c'est une question beaucoup plus complexe. Et non, les pauvres ne pensent pas moins bien que les riches. Pour comprendre tout ça, on va partir de l'excellent livre Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi, sociologue et auteur du blog Une heure de peine. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer. Pour parler des pauvres, le mieux reste encore de savoir qui ils sont. On entend généralement par pauvres les personnes touchant moins d'un certain seuil de revenus. Par exemple, ceux qui touchent moins de 1026 € par mois. Ce chiffre ne sort pas de nulle part, car il correspond à 60% du revenu médian, c'est-à-dire 60% du revenu tel que, en France, 50% de la population touche moins que ce revenu. Et donc, logiquement, 50% de la population touche davantage. Seulement voilà, si une personne vivant seule touche 1020 € de revenus par mois, son niveau de vie est-il sensiblement différent de celui d'une personne qui toucherait 1030 € par mois ? On pourrait aussi aborder la question de la pauvreté par le biais de l'accès à certains biens et services jugés essentiels. Accès au logement, au chauffage, à l'hygiène. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que de nombreuses approches existent, et aucune ne fait consensus. Définir la pauvreté est un enjeu politique, car les pauvres sont avant tout celles et ceux à qui la société ouvre l'assistance. Et donner une certaine définition de ce que serait un vrai pauvre nous amènera à concentrer nos efforts sur certaines catégories de la population qui auraient droit à notre compassion. Fatalement, c'est aussi une manière de disqualifier toutes celles et ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Le ciblage des migrants par l'extrême droite, même si par ailleurs elle ne fait rien pour aider les pauvres bien de chez nous, voire leur nuit, en est une illustration. Au-delà des vrais et faux pauvres, il y a aussi les bons pauvres et les mauvais pauvres. Tout le monde est d'accord pour porter assistance aux pauvres, mais seulement aux bons. Le bon pauvre a du mérite, mais en même temps ne donne pas l'impression de s'en sortir trop bien. S'il s'habille avec des vêtements de marque, on se demandera s'il n'aurait pas abusé de nos aides sociales, et donc de notre confiance. D'un autre côté, si on a l'impression qu'il ne fait pas assez d'efforts ou semble négligé, on remettra en question sa volonté de s'en sortir. C'est le pauvre de Schrödinger à l'œuvre. Évidemment, ces visions de la pauvreté sont éminemment politisées, et la gauche comme la droite auront leur bon pauvre. Le beauf individualiste contre le prolo révolté. Il existe aussi chez les intellectuels une approche qui consiste à voir des bons pauvres partout, niant les particularités individuelles au sein des pauvres. Seulement voilà, il y a des pauvres lâches, des menteurs, des violents. Considérer qu'un pauvre qui cultive un potager le fait uniquement pour pallier à la privation dont il est victime, ou au contraire considérer que ce pauvre trouve une fierté populaire à jardiner, c'est aborder la question de la pauvreté avec des préjugés. Pour comprendre la pauvreté, il est important de l'aborder sans y projeter ni honte ni noblesse. Vient finalement la question du stigmate. Au-delà des conditions socio-économiques, au-delà des représentations et des préjugés à propos des pauvres, il y a la manière dont ils se voient, sont vus ou refusent qu'on les voie. Ce stigmate, c'est le résultat d'une disqualification sociale. C'est une identité négative qui affecte l'ensemble des interactions sociales que les pauvres ont entre eux et avec le reste de la société.
Être reconnu comme un individu entier passe parfois par le fait de ne plus être reconnu comme pauvre, qui porte, comme on l'a vu, son lot de représentations négatives que certains brandiront pour légitimer toutes sortes de violences, discours moralisateurs, intrusion dans la vie privée, réduction des aides sociales. Il sera tentant pour une personne pauvre d'adopter un discours moralisateur et culpabilisant vis-à-vis des pauvres, afin de se sentir moins concerné et de se soulager de tout le poids du stigmate. Je pourrais développer davantage sur la question de la pauvreté, et de comment on l'aperçoit, mais ce serait trop long, et pour ça il existe déjà le livre de Denis Colombi qui se lit très bien, en plus de revenir en profondeur dessus. Je vous le conseille fortement. Pour l'heure... Maintenant que nous avons vu ce qu'était la pauvreté, nous allons pouvoir discuter directement de la question qui nous intéresse, la rationalité qui existe dans les dépenses des plus pauvres. Car contrairement à ce que laissaient entendre tous les jugements et prêt-à-penser que nous avons exposés en introduction, il y a bel et bien des formes de rationalité à l'œuvre dans la consommation jugée extravagante des plus pauvres. Pour le comprendre, nous allons prendre quelques exemples. Revenons d'abord sur les émeutes du Nutella. Ça s'est passé début 2018. Dans tous les intermarchés de France, une promotion de 70% sur les pots de Nutella, qui a entraîné des mouvements de foule et quelques bousculades. Dans une interview chez Mediapart, Denis Colombi revient sur cet événement. Comme il l'explique, il est important de se demander à quoi sert le Nutella pour ces familles pauvres qui en achètent. Il s'agit en fait d'une consommation fortement liée aux enfants, car là où d'ordinaire les parents pauvres sont contraints de dire non aux enfants par manque d'argent, le Nutella est l'occasion de leur dire oui et de leur offrir un luxe abordable. Mais c'est aussi un luxe nécessaire. On est soucieux de défaire le stigmate de la pauvreté, car les enfants se savent pauvres et doivent supporter le regard des autres enfants. C'est donc l'occasion pour les parents de leur faire plaisir et de les protéger du manque. Les enfants sont l'une des rares occasions pour ces parents de se réaliser dans leur vie, leur perspective de carrière étant souvent limitée. Et c'est donc un comportement très rationnel de leur point de vue. Comme le dit Colombi, si on était pauvre, on achèterait aussi du Nutella. Un autre facteur qui renforce encore cette volonté des parents pauvres de protéger leurs enfants est qu'ils savent que les chances que leurs enfants sortent de la pauvreté sont faibles, extrêmement faibles. La logique de l'épargne et de l'accumulation pour les ménages pauvres n'a juste aucun sens lorsqu'on regarde les chiffres. Dès lors, leur permettre de profiter de leur enfance, c'est déjà leur donner un répit par rapport aux difficultés qu'ils auront à supporter toute leur vie, quitte à être moins fermes que l'exigeraient les normes communes d'éducation. Prenons un autre exemple, un peu différent cette fois. La reine, une veuve américaine qui vit dans le mobil-home de son frère. La reine est pauvre, ça ne fait aucun doute. Elle vit dans un trailer park, reçoit des tickets alimentaires de l'assistance publique américaine et vit recluse, sans perspective. Pourtant, on la voit parfois acheter des parfums et bijoux très chers ou se préparer des repas coûteux à base de homard et de tartes au citron. Est-elle une incorrigible dépensière? Une profiteuse éhontée de notre généreuse aide publique? Bon, déjà c'est aide publique américaine, pas la nôtre, calmos. Ensuite, non. La reine est juste une personne qui essaye de vivre. Une personne qui, même en économisant sur certaines dépenses, ne sortira jamais de la pauvreté. Même la télévision ne paraît pas un luxe pour une dame âgée, vivant seule, sans téléphone, sans internet, sans voiture. Alors parfois, face à ce manque de perspective pour l'avenir, la reine fait une grosse dépense. Elle doit parfois se serrer la ceinture pour y parvenir, et manger des pâtes pendant plusieurs semaines pour compenser. Mais c'est une fulgurance, l'occasion de dire qu'elle vit, là où d'ordinaire, les aides sociales n'ont qu'une fonction de survie, payant pour les dépenses indispensables et incompressibles. Elle aura beau mourir pauvre dans l'un des pays développés dont le système de santé est parmi les plus antisociaux au monde. Quelle chance on a, bientôt on n'en aura plus. 30 ans, il n'en aura plus. Ça ne l'empêchera pas de profiter un peu du temps qui lui reste. Encore une fois, le comportement de la reine est parfaitement rationnel. Et si on était dans sa situation, il y a peu de chances qu'on en ferait autrement. Finalement, on a vu comment cette irrationalité des plus pauvres n'était dans beaucoup de cas pas si irrationnelle que ça. La rationalité peut prendre des formes très différentes, toutes situées dans des réalités sociales qui varient. Bien sûr, on pourrait s'arrêter là. Cette vidéo serait un énième « Le sachiez-tu ?» dont le but serait que vous ressortiez en vous disant « ça fait réfléchir ». Seulement voilà, si j'ai voulu parler de ce livre et de cette question des formes de rationalité qu'on a tendance à ignorer, c'est principalement pour deux raisons. Déjà, il y a la préférence pour des explications individuelles. Comme on l'a vu pour la pauvreté, il y a une certaine prédilection dans notre société pour les explications qui se centrent sur l'individu plutôt que sur son contexte social. Si un tel est pauvre, c'est parce qu'il dépenserait mal. Alors qu'en fait, la causalité est souvent inversée. Si un tel dépense de cette manière, c'est parce qu'il est pauvre. Comme l'explique Denis Colombi, quand bien même les pauvres seraient pauvres parce qu'ils ne font pas d'efforts, ce qui est faux, on n'explique rien, parce que comme on l'a vu, la pauvreté est un phénomène collectif et non individuel. Les copains esthéticiens et fans de psychosocial feront sans doute le rapprochement avec un concept assez utile, qui pourrait s'appliquer ici, l'erreur fondamentale d'attribution.
Cette individualisation des causes s'accompagne souvent d'une ignorance des contraintes qui font la réalité de ceux ayant un vécu radicalement différent du nôtre. Dès lors, faire ou penser différemment apparaîtra comme un dysfonctionnement, comme une preuve d'irrationalité. De là découle bien trop souvent un sentiment de supériorité. Parce qu'on pourrait se contenter de ne pas comprendre. Mais pourquoi ne pas comprendre et se payer le luxe d'être un connard arrogant? Et je ne dis pas ça pour qu'en retour, ceux qui ont accès à ces analyses du social rabaissent par principe ceux qui n'y ont pas accès. On touche là à quelque chose qui me semble essentiel dans la démarche sceptique, mais un peu trop souvent laissé de côté par certains camarades, le désir de dépasser sa perspective et faire communauté autour de ce principe. Beaucoup parmi nous, moi compris, ne comprendront jamais ce qu'est vraiment la pauvreté, faute de l'avoir vécu. Seulement, on peut déjà faire l'effort de comprendre, grâce aux sciences et à l'écoute des personnes concernées, ce qui est en jeu pour elles. Par exemple, se rendre compte que les réserves de nourriture sont pour les familles pauvres une certaine forme d'épargne change radicalement la vision qu'on peut en avoir. Mais pour ça, il faut faire l'effort de vouloir comprendre. Et tout ça, on le retrouve pour d'autres sujets, pour la crise du coronavirus par exemple. À ce propos, je vous conseille la dernière vidéo de Les Bonnes Questions, dans laquelle sont présentées les causes politiques de la crise du coronavirus. Mais on peut s'intéresser à la manière dont les comportements qu'on juge et condamne depuis plusieurs semaines sont pour beaucoup basés sur des calculs tout à fait rationnels, et ciblent souvent les plus pauvres. Je pense qu'on pourrait éviter de faire les gros yeux, et faire cet effort de comprendre. On va commencer par un truc bête, mais le papier toilette. Bah c'est banal que les gens veuillent en acheter, et qu'il y ait des disputes. Comme l'explique Gary Mortimer, professeur à l'université de technologie du Queensland, du fait de sa densité, le papier toilette se trouve toujours en petit stock dans les supermarchés. Dès lors, si une crise devait advenir, c'est l'un des produits qui partira le plus vite, et s'assurer qu'on en a une bonne réserve est tout à fait rationnel. Attention, dire que c'est rationnel ne veut pas dire que c'est bien ou optimal, mais comprendre que ces comportements ne sortent pas de nulle part est la première étape pour pouvoir réagir de manière efficace, et ne pas tomber dans les condamnations individuelles. On pourrait aussi citer la question du confinement. Ils sont gentils les monsieur et madame journal de confinement de « Oh, je redécouvre la lecture » et « Oh, ces paysans qui vivent près de la maison secondaire ». Charles-Henri, regardez comme c'est typique. Mais à côté de ça, il y a la Seine-Saint-Denis, où une proportion particulièrement élevée de l'habitat est dégradée. Habitat dans lequel des familles se retrouvent enfermées, souvent très à l'étroit. Et il y a les étudiants, et il y a les personnes isolées. Pourtant, ça n'empêche pas les policiers de multiplier les violences et de verbaliser à outrance. Pendant que les plus riches peuvent s'en aller dans leur retraite rurale ou sur les plages bretonnes. Toutes ces personnes qui appellent à renforcer le confinement en chœur, sans y mettre la moindre nuance, renforcent malgré elles ce climat de violence. Elles font porter une responsabilité écrasante à des comportements individuels qui sont pour beaucoup rationnels et tiennent de la survie. La pauvreté existe, la dépression existe. Un discours d'enfermement sans nuance est violent. Et même si je reconnais l'importance que le confinement a actuellement, il est important de prendre en compte les personnes qui seront les plus affectées par celui-ci. Et ne pas faire des pauvres les ultimes responsables de cette crise, là où ce sont les décideurs politiques qui sont en cause, même si on l'oublie un peu trop vite. Ce ne sont pas les pauvres qui refusent aux soignants des primes pour l'effort qu'ils fournissent. En toute logique, on devrait célébrer cette prouesse, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Ce ne sont pas les pauvres qui ont démantelé l'hôpital public depuis des années. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'importait beaucoup de vous parler de ces questions à cause de l'actualité, mais aussi parce qu'elles sont au cœur des thèmes de la chaîne. Le but de cette vidéo n'était pas tant de parler de rationalité, mais plutôt de comment ce concept peut être utilisé comme obstacle à la compréhension. On aura l'occasion de reparler d'inégalité et de rationalité dans de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous renvoie vers le blog et le livre de Denis Colombi, sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Merci à lui. Mais aussi vers la série d'articles Les gens pensent mal, le mal du siècle, par Gaël Violet et Ce n'est qu'une théorie, sur le site zététique.fr. Allez, à plus. L'air devrait t'arrêter à fuir qu'on tire sur ces images trompeuses qu'on nous tend. Ces miroirs défigurants où l'idiotie crève l'écran. Regarde, on y voit en quelques plans des fils de prolétaires immigrés englués comme par fatalité à des vies forcément privées de sens, bourrées de faux plis, des espaces pouilleux de désirs creux. La débilité nous empêcherait de prétendre à mieux. Autant de familles entassées en déchus quartiers ouvriers, comment créer à la précarité par goût et nature, comme spontanément fixé à la misère, à ces traînées de pourriture. On y voit nos anciens gratter le pain du modèle citoyen sans même s'écorcher les mains. Ou bien encore ici et là des frères abonnés à la poudre et ses travers, ou que les porcs ou incarcèrent, car l'échec paraît-il comme une seconde peau serait héréditaire. On y voit en tous les cas ni l'égard, ni l'estime de soi nulle part, que des ruines, des pertes et des ratages obligatoires. Et je les entends encore nous le dire, du haut de leur chair où ils s'empiffrent à la tire, où ils se bouffent en privé le soleil des richesses de tous, où ils parquent, appauvrissent, élargissent le gouffre où ils nous poussent et nous inscrivent en grosses lettres majeures qu'enfin la sève de nos élans s'évalue à presque rien. Et je les entends encore nous le dire, mais là n'est pas le pire, là n'est pas le pire, non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire, non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire, non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire, là n'est pas le pire.